où on a eu donc 17 lauréats EPL qui se sont lancés dans l'aventure Urban Print aux côtés donc d'Efficacity. Pour rappel, Urban Print, donc c'est le logiciel qui permet de pouvoir évaluer donc votre empreinte carbone de vos projets d'aménagement. Et donc, on est très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui donc Romain Champy, qui est au sein de Opidea et donc qui a été lauréat donc de l'AMI l'année dernière et qui va pouvoir nous expliquer plus en détail les étapes clés de l'accompagnement de d'Efficacity, mais aussi donc les résultats opérationnels sur les projets qui ont été engagés. Et suivra aussi donc après que l'exposé de Romain, un temps d'échange et de questions-réponses et une explication plus détaillée des modalités de participation à l'AMI que Morgane vous présentera juste après. Voilà. Donc encore merci et donc je laisse la parole à Romain pour vous expliquer voilà, comment cela a été mis en place sur le territoire de Toulouse avec Opidea. Merci Camille pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Romain Champilly, je suis directeur de l'aménagement et des transitions du groupe Opidea Europolia. Donc, Opidea Europolia, c'est la SEM et la SPL de la métropole de Toulouse et on conduit donc pour le compte de la métropole de Toulouse, mais aussi pour les communes de la métropole, des opérations d'aménagement, des travaux d'espace public, des opérations de construction. On fait un peu de foncière commerciale et un peu d'immobilier aussi en copromotion avec des opérateurs privés. Donc on a voilà, une gamme d'interventions assez large et assez connue, j'imagine, du public de cette réunion. Je vais vous présenter un petit PowerPoint qu'on avait fabriqué avec Efficacity à l'occasion du CIMI et qu'on a enrichi ultérieurement dans le cadre d'une convention qu'on a avec eux pour essayer de diffuser et organiser un peu le savoir qu'on produit avec ce très joli logiciel d'Urban Print. Alors, voilà, ça fonctionne. Partage. Tac. C'est bon, vous voyez? Normalement, ça devrait s'afficher. Romain, merci. C'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, la présentation, je vais la faire en deux gros temps. Un temps un peu de comment on a pris la question du carbone, nous, en tant qu'aménageurs, quelles questions on s'est posées et comment on a organisé dans la vie de notre entreprise cette question climatique. Pour vous dire que, d'une manière générale, la quantification carbone, elle s'accompagne d'un processus un peu d'entreprise, de questionnement, d'interrogation, de formation et d'affichage, enfin d'expression d'orientation un peu stratégique pour l'aménageur que nous sommes. Et puis après, dans un deuxième temps, je vous montrerai quelques conclusions à travers un exemple Toulouse Aerospace, qui est une opération d'aménagement qu'on pilote pour le compte de la métropole de Toulouse. D'ailleurs, la photo que vous voyez, c'est un des espaces publics et des opérations de Toulouse Aerospace. Et des éléments de comparaison, puisque nous, on a la particularité d'avoir fait plusieurs bilans carbone avec Urban Print. Donc, on commence à avoir, en assez peu de temps et grâce à l'AMI, finalement une profondeur d'analyse qui nous permet de comparer les résultats entre différentes opérations. Et c'est un exercice intéressant qui montre des récurrences, des questionnements, des enjeux un peu spécifiques et qui construit un savoir d'aménageur sur la question du carbone. Alors, et par ailleurs, moi, j'avais été pilote du groupe de travail du Club Ville Aménagement sur ces enjeux-là lors du précédent cycle et je travaille aujourd'hui pour le club sur les enjeux d'adaptation au changement climatique. C'est important de l'avoir en tête parce que nous, en tant que structure d'aménagement, on porte un discours cohérent, enfin, on cherche à porter un discours cohérent sur l'ensemble des enjeux climat. Et donc, la question, on insère la question des bilans carbone dans une stratégie générale qui est les engagements du groupe Opidea Europolia sur les enjeux climat. Ça, c'est un processus de travail qu'on a engagé il y a 2-3 ans, qui s'est terminé, oui, vas-y, ferme, qui s'est ponctué à la fin de l'année 2023 par l'édition d'un engagement validé par nos deux conseils d'administration, conseil d'administration d'Opidea et d'Europolia, et qui porte finalement à la fois sur les enjeux d'atténuation qui nous intéressent avec le Urban Print, mais aussi sur les enjeux d'adaptation, et qui formule l'expression d'un certain nombre d'engagements, de principes, mais aussi d'indicateurs qui permettent de suivre l'action de l'aménageur sur ces questions climatiques. Donc,
l'expression d'une conscience et l'expression d'une volonté affirmée de l'outil, bien sûr en phase avec les orientations politiques qui nous sont confiées par la métropole de Toulouse, en sachant que, je fais un peu une aparté, mais à Toulouse, bien sûr, la question de l'atténuation est très importante, mais la question de l'adaptation et du confort thermique est assez centrale dans l'ensemble des réflexions politiques. Et donc, on a beaucoup de commandes politiques sur les enjeux d'adaptation au changement climatique au regard de la question du confort thermique, des canicules et des îlots de chaleur urbains. À côté on va dire, d'une expression un peu institutionnelle de tout ce travail, il y a aussi eu en interne un travail de formation et on a formé toutes les équipes opérationnelles aux questions climatiques. Alors, on ne l'a pas fait via Efficacity, le logiciel UrbanPrint. UrbanPrint, ça a été un outil qu'on a mobilisé en parallèle ou un peu après ces temps de formation. On avait travaillé avec Visea, qui est un bureau d'études que vous connaissez certainement, qui nous a accompagnés dans l'expression, ben voilà, on connaît un peu tous la question climatique, on connaît un peu tous la question du carbone, mais en même temps, ça veut dire quoi pour nous, aménageurs? Est-ce qu'on a vraiment des leviers d'action? Est-ce que l'aménagement pèse vraiment sur la question carbone? Bon, donc tous ces enjeux-là, on les a un peu déblayés avec Visea, qui nous a permis de diffuser en interne une culture du carbone et une culture du carbone liée à l'aménagement en identifiant les déterminants stratégiques à interroger quand on pilote une opération d'aménagement. Donc, toutes les opérations d'aménagement, on a beaucoup d'opérations d'aménagement à l'échelle du groupe, toutes les opérations ne font pas l'objet d'un bilan aujourd'hui carbone, mais toutes les opérations, en tout cas les plus vivantes, ont fait l'objet d'une réflexion carbone à travers l'expression de ces déterminants. Donc, on a un petit outil de questionnement en fait des projets qui nous permettent à chaque étape d'un projet, que ce soit l'étape du plan guide ou l'étape d'un AVP, l'étape d'un engagement, d'une commercialisation, de se poser les questions, de savoir si on a finalement fait un 360 degrés sur l'ensemble de ces déterminants qui vont avoir un impact sur le poids carbone de ces opérations. Ce qui veut dire que on a 100% des équipes qui ont conscience que c'est un enjeu, ils ont un petit outil pour se poser des questions. On n'objective pas toujours ça avec des bilans carbone, mais il n'empêche qu'on essaye d'orienter tous les projets au regard de ce prisme-là. Alors, on a fait le choix d'utiliser UrbanPrint. On s'est posé la question, on a fait d'autres tests. On a fait un test avec Visea parce que les bureaux d'études proposent des bilans carbone. Et on était un peu noyé par les propositions de bilan carbone. Moi, c'est un peu le sentiment que j'avais quand je pilotais le groupe de travail avec la ville aménagement avec Henri Spetch et Virginie Vial, c'est qu'il y avait plein de propositions. Visea en a une, Franck Boutet en a une, etc. Bon, il y a il y a un panel de solutions. Et en fait, on s'est dit, mais nous, on a besoin quand même d'un langage un peu commun et qui fait foi auprès de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les promoteurs qui vont avoir des prescriptions, donc il faut qu'ils soient un peu sûrs du diag qu'on produit et des orientations qu'on donne, auprès des élus et auprès des habitants. Et la, la fiabilité d'UrbanPrint, c'est finalement son caractère un peu institutionnel, et puis enfin, il y avait aussi un travail sur le logiciel qui était intéressant. On s'est dit, avec UrbanPrint, on tient quelque chose qui est potentiellement le meilleur candidat pour produire le langage commun qui fera consensus auprès de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est important. Alors, je ne sais pas si, je pense que c'est l'enjeu pour Efficacity UrbanPrint en ce moment, c'est de passer l'étape de on a quelques clients à une généralisation. Donc, nous, on s'est dit, c'est avec UrbanPrint qu'on va réussir ça. On avait identifié des enjeux qui sont des enjeux aménageurs, qui recoupent un peu les enjeux d'Efficacity et d'UrbanPrint. La question de la quantification quand on est dans une phase préopérationnelle pour se dire est-ce que nos orientations d'aménagement sont les bons, est-ce qu'on peut travailler tel facteur. Donc là, c'est circonscrit à des projets en devenir, mais c'est un enjeu important et c'est fondamentalement comme ça qu'UrbanPrint se présente et le logiciel permet ça, cette itération entre les orientations et ce qu'on fait. Après, on a cherché à le massifier un petit peu. Donc, alors, la massification, elle est somme toute raisonnable. Aujourd'hui, on a 5 bilans carbone, enfin, on a 6 bilans carbone. Demain, on en aura un peu plus. Ce n'est pas une massification totale, mais ça commence déjà à avoir un peu de profondeur et ça nous permet de comparer les résultats entre eux et de comparer les opérations entre eux et de voir finalement quels sont les efforts qui ont porté le plus et qui ont le plus d'efficacité en termes d'atténuation du changement climatique. Et enfin, dernier enjeu qui est très important, c'est apporter la preuve de l'efficacité de nos stratégies auprès des élus et des habitants. Parce que on est un peu comme, je pense, tous les aménageurs, soumis au doute à la question. Alors, des fois, elle vient chez nous, mais souvent, elle est portée par des collectifs, des associations, des militants, des élus. Et
Ce qui est bien avec le carbone, alors c'est très compliqué, on peut ne pas endormir, mais ce qui est bien avec le carbone, c'est qu'on peut objectiver les choses. Et donc, avoir un logiciel qui nous dit voilà combien pèsent d'un point de vue carbone nos opérations d'aménagement, ça permet d'amener une rationalité dans un débat qui peut des fois être assez tendu. Et ça, dans les définitions et les justifications de projet, ça pèse et c'est important. Donc, on a fait le choix d'Urban Print. On a fait le choix de. Alors, ça, c'était la première phase. On a fait 5 projets dans le cadre de l'AMI. Des projets qui sont à la fois des projets Opidea et des projets Europolia. Et puis, on est en train d'en travailler 3 autres, dont un qui est déjà fini, c'est Faubourg-Malpère. Donc, à la fin du processus, on en aura 8 bilans carbone, peut-être plus. Enfin, voilà, c'est un processus qu'on prolonge et qu'on continue. Le choix qu'on a fait, c'est pas de simuler que les opérations les plus importantes, les plus intéressantes et qui auraient les engagements environnementaux les plus forts a priori. On a cherché à avoir des situations contrastées. Donc on a des grosses opérations de cœur de métropole comme Matabio-Quédoc, c'est l'opération autour de l'arrivée de la LGV à Toulouse. Toulouse Aerospace, que je vais vous détailler un petit peu, c'est une opération sur l'ancienne ligne de l'aéropostale. La cartoucherie, aussi une opération de centre-ville. Saint-Martin-du-Touche, on est dans Toulouse, mais on est déjà sur un quartier qui n'a pas de mixité programmatique, qui est un peu moins dense, qui a un caractère plus résidentiel et qui surtout a été engagé. Alors, dans les années 90, les secteurs qu'on a étudiés, c'est ceux qu'on a développés à partir des années 2010, avec des orientations énergétiques et des orientations environnementales qui étaient plutôt dans une première phase à un niveau réglementaire. Et on n'a pas poussé les curseurs. Donc, on voulait voir un peu, si une opération un peu plus lambda, comment elle se situait. Et enfin, Lobis, qui est une opération de seconde couronne, plus petite, 700 logements, une vingtaine d'hectares, où il y a des enjeux énergétiques très bien poussés, mais on est très dépendant d'un certain nombre de contextes urbains, notamment de mobilité défavorable au bilan carbone. Donc, on voulait voir aussi comment Lobis se situait. Donc, un panel diversifié qui permet de se poser des questions et avoir des résultats diversifiés. Alors ça, c'est les produits de sortie que vous avez avec le logiciel. J'imagine que vous les connaissez, vous commencez un peu à les manipuler les uns et les autres. C'est pour dire d'abord que c'est assez agréable en fait de travailler avec ces sorties-là. C'est didactique, ça fonctionne bien. On a l'impression de piloter un A380. Donc voilà, il y a un petit côté fun. En même temps, c'est comme un A380, ça nécessite un peu d'ingénierie. Donc c'est pas anodin. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut des équipes capables de se mobiliser là-dessus. Alors nous, on est passé par des prestataires, on a travaillé avec nos bureaux d'études pour alimenter la base de données qui permet de faire ces sorties-là. Ces bases de données, elles disent ce qu'on a réalisé en termes de qualité constructive, en termes de quantité, en termes de masse, et elles disent les projections de ce qu'on va faire à terme sur différents enjeux énergétiques, construction, mobilité, déchets, etc. etc. Et ça sort des résultats, par déterminant. On voit par rapport à un quartier de référence, c'est-à-dire c'est les histogrammes rayés, le poids carbone de l'opération qu'on porte. L'outil n'interroge pas l'opération, il n'interroge pas les orientations programmatiques, il prend ça comme une donnée de base et il dit si on le fait d'un point de vue purement réglementaire, voilà le poids carbone de cette opération. Et votre projet, comment il se situe par rapport à ce point de vue réglementaire. Donc là, ça montre finalement les efforts qu'on a réussi à mettre en œuvre ou qu'on est en train de mettre en œuvre dans les orientations qu'on a validées dans le cadre de ce projet-là. Ça montre un résultat par rapport à ce projet de référence. Donc, il y a 2 résultats, score carbone avec mobilité et score carbone sans mobilité, et ça permet de situer un petit peu le caractère vertueux ou non de l'opération. Il y a d'autres sorties de ce logiciel, Morgane en parlera beaucoup mieux que moi, donc je laisse ça à un échange avec Morgane. Ce qu'il faut noter, c'est que ça, c'est très bien pour échanger entre nous, c'est bien pour échanger avec la maîtrise d'œuvre. On a plus de difficultés pour parler au grand public ou pour parler aux élus avec ce dispositif-là. Donc on a retravaillé avec les équipes d'efficacité d'autres sorties qui sont plus facilement appréhendables avec le niveau de connaissance médian d'un individu et qui font référence à la trajectoire de la SNBC et à l'objectif des 2 tonnes par habitant. C'est-à-dire qu'on ramène finalement ce chiffrage en absolu du poids carbone de l'opération à un équivalent usagé qui nous permet de nous situer par rapport aux 2 tonnes d'un individu. Donc c'est une extrapolation, mais qui est portée par Efficacity, qui n'est pas portée par nous, et qui permet de plus facilement situer.
Alors, je vais vous montrer ça juste après. Juste un mot pour vous dire que un des angles morts, mais qui est en train de travailler Urban Print aujourd'hui, Efficacity, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les orientations de projet, on va dire, on veut construire, c'est le cas de Toulouse Aerospace, 2 stations de métro dans le cadre de la 3e ligne de métro de Toulouse. Ça va influencer forcément les pratiques de mobilité à terme quand ces stations existeront. Le logiciel ne permet pas aujourd'hui de traiter cette question-là, puisqu'elle part sur les données de l'enquête ménage-déplacement telles qu'elles sont aujourd'hui connues, et il n'y a pas d'extrapolation par rapport à des évolutions de part modale, et donc des effets sur la mobilité, le poids carbone de la mobilité du quartier. Je crois que c'est en cours de travail, donc Morgane, j'imagine que tu auras quelque chose à énoncer là-dessus. Alors ça, c'est les sorties qu'on a produits cet hiver avec Efficacity, qui sont des sorties, on va dire, plus politiques, qui permettent finalement de situer le quartier par rapport au seuil des 2 tonnes. Donc, on ramène le poids carbone absolu aux équivalents usagers qu'on a dans le quartier, à la fois les habitants et les actifs quand il y a de la mixité programmatique. Et on considère en fait que le seuil qu'on doit atteindre avec notre opération, c'est le seuil d'1 tonne et pas de 2 tonnes, puisque quand on prend un usager, lui, il a 2 tonnes pour faire à la fois sa vie quotidienne qu'il va retrouver dans son quartier, sa vie professionnelle, mais aussi ses loisirs, ses besoins en service public qui ne sont pas comptabilisés dans le poids carbone du quartier. On n'a pas une prison, un hôpital et une école dans tous nos quartiers, loin s'en faut. Donc on vise 1 tonne, la moitié du poids carbone, et on regarde si les opérations rentrent ou pas dans cette tonne. Donc on a le plaisir de voir que sur les 5 opérations qu'on avait travaillées à cette époque-là, il y en a à peu près 3 qui sont dans la plaque des 1 tonne. C'est des opérations de centre-ville, je détaillerai un peu après les raisons et pourquoi elles sont plus vertueuses que les autres. Et puis on a 2 opérations qui sont en dehors de ce seuil de 1 tonne, mais c'est pas, enfin, ça s'explique à la fois par les enjeux de mobilité et aussi par les historiques d'opérations, les histoires d'opérations qui montrent que finalement, on a réussi à franchir des seuils dans la qualité de production qu'on a depuis maintenant plusieurs années. Une autre sortie intéressante qui finalement vient comparer les opérations entre elles sur le poids carbone des différentes orientations, des différents déterminants stratégiques qui font le bilan carbone d'une opération, l'énergie, la construction, les déchets, les terrassements. On enlève la mobilité puisque la mobilité n'est pas finalement un levier d'action à travers le logiciel. Et on voit le poids relatif de chacun de ces leviers et jusqu'où on est allé par rapport à le potentiel, la stratégie optimale telle que le logiciel nous la donne, ce qui permet de de comparer les opérations entre elles, puis de voir les marges de manœuvre qu'on peut avoir à moyen terme. Donc ça permet de construire finalement un référentiel de bonne pratique et de se dire pourquoi je ne sais pas, Lobis, Cartoucherie, Matabio réussissent mieux en énergie que Toulouse Aerospace, pourquoi, voilà, etc., etc. Donc on arrive à se poser ces questions-là avec ces indicateurs. Et ça nous permet de dresser des enseignements un peu génériques. Je vais conclure avec cette dernière slide, puisque finalement, face à cette comparaison, elle nous renseigne à la fois sur ce qu'on a fait dans le passé et ce qu'on doit faire demain pour optimiser nos stratégies carbone. Elles nous disent que, en fait, on a depuis très longtemps, depuis 2018-2019, une stratégie d'anticipation de la RE 2020. Encore aujourd'hui, on va vers des seuils supérieurs à la RE 2020 réglementaire. On va vers les seuils 2025 quand on est en commercialisation. Et en fait, cette question de l'efficacité énergétique des bâtiments qui sont produits dans le cadre de nos opérations d'aménagement, elle est fondamentale pour obtenir un score carbone très bon. Et donc, comme on a fait ça depuis très longtemps, on a des opérations qui sont assez vertueuses par rapport à une stratégie d'un projet de référence qui suit purement la réglementation. Il n'empêche que les opérations qui ont un réseau de chaleur urbain partent avec un temps d'avance indéniable. Donc, la stratégie des réseaux de chaleur urbain qu'on a sur certaines opérations sont des stratégies payantes. Les corrélations sont évidentes. On a ça sur la cartoucherie, on a ça sur Matabio, on a ça sur Toulouse Aerospace. Quand on bénéficie d'un réseau de chaleur avec une bonne couverture ENR, bien sûr, on est très bon sur le score carbone. La voiture, la mobilité en général joue une part très importante dans les quartiers. Ça, on le voit très bien, par exemple, sur Lobis. Lobis, je vous disais, c'est un petit quartier de seconde couronne dans le nord toulousain. Il n'y a pas d'offre de TC. Donc, finalement, les résidents de ce quartier
résidentiels vont être très dépendants de la voiture. Et donc, ça se voit dans le score carbone. C'est-à-dire qu'on n'est pas mauvais sur les questions énergétiques, on n'est pas mauvais sur les questions de construction, sur les déchets, sur l'eau mobilisée dans le cadre de cette opération. Là, c'est les premiers éléments de l'histogramme, ici à gauche, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Et puis, le dernier élément, la mobilité. Alors là, on a 0,7 tonnes rien qu'associé à la mobilité, alors que sur d'autres opérations qui sont plus vertueuses, on est à 0,4, 0,3. Parce que on n'a pas d'offre de TC, tout simplement. Donc là, la mobilité, alors nous, en tant qu'aménageurs, on n'a pas beaucoup de leviers. Mais par contre, dans la discussion stratégique sur les opportunités de projet avec la collectivité, on vient faire émerger, on vient quantifier ce qui est, à mon avis, quand même une évidence, mais on vient quantifier un sujet important qui permet de sécuriser des orientations de planification urbaine portées par la collectivité et l'intérêt d'interfacer très fortement urbanisation et politique de transport en commun. Donc la mobilité est un enjeu fondamental. Et puis après, ça fait venir aussi des pistes d'optimisation. On voit que nous, le travail qu'on a devant nous, c'est la question des matériaux biosourcés, qui va être compliqué. Compliqué parce que le contexte économique n'est pas bon aujourd'hui et que c'est un surcoût pour les productions bâtimentaires. Il y a un enjeu équilibre des blés remblés qui est fort. Donc ça, il faut le travailler. C'est vraiment, en plus, on a plein de leviers en tant qu'aménageur pour le faire, donc il faut le faire. Et on voit que ça pèse. Quand on a travaillé les questions énergétiques, quand on a travaillé les questions des qualités de construction, le déblai remblé, ça devient un déterminant important une fois qu'on a vraiment gratté ces leviers principaux qui sont l'énergie et la construction. Des trucs un dernier truc plus anecdotique, c'est la question du compostage. Pareil, quand on a été assez bon sur un certain nombre de sujets, il nous reste le déchet, et les déchets sur 50 ans d'un quartier, ça va être les camions poubelles qui passent. Et si on arrive à réduire les volumes de camions poubelles, on a un effet très positif sur le bilan carbone. Alors c'est 3-4%, c'est pas énorme, mais c'est un levier, ça devient une ressource. Donc on sait que nous, on doit travailler sur la question des déchets dans nos opérations d'aménagement. Et enfin, prioriser les mobilités décarbonées, ça va avec le point que je vous évoquais plus haut. Voilà, j'ai tenu les temps. Moi, il faut que je parte dans 1 minute. Je suis désolé d'être aussi rapide et j'ai parlé, je pense, un peu trop vite. Non, mais c'était très clair, Romain, merci beaucoup. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions. En tout cas, on voit bien que le logiciel permet à la fois de réaliser un bilan carbone, mais aussi d'identifier les leviers d'action. Donc, on est sur une double action qui est particulièrement intéressante, en tout cas pour les aménageurs. Il faut que je file, je vous laisse Ouais. continuer entre vous. Merci Ouais. beaucoup et Merci beaucoup, bonne Romain. continuation. Au Un revoir. grand merci, Romain. Et Morgane, je te laisse continuer. Je vais enchaîner. Donc, généralement, on fait dans l'autre sens. On y a un peu la présentation méthodologique et puis ensuite, on fait un focus sur un cas concret. Là, on l'a fait de façon différente. Donc, je vais un peu dézoomer, vous réexpliquer pour ceux qui n'auraient pas eu ces différentes explications. Qu'est-ce qui se cache derrière cet outil Urban Print ou cette méthode quartier énergie carbone. J'aurai aussi une petite vidéo qui vous permettra concrètement de voir comment en fait on saisit dans l'interface du logiciel votre opération d'aménagement. Souvent, ça permet finalement de bien comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la terminologie Urban Print. Et je pense que je ne me suis pas présentée, mais donc Morgane Colombert, moi je suis directrice des études et partenariats à Efficacity. Efficacity, qui est un institut de transition énergétique dédié à la ville durable, qui a été créé il y a une dizaine d'années par l'État et qui a vocation en fait à faire de la recherche et développement sur cette thématique de la transition énergétique et carbone des villes, notamment pour pouvoir développer des logiciels, des méthodes, des outils qui accompagnent les acteurs finalement de l'aménagement. Donc, le développement d'Urban Print s'inscrit vraiment dans cette feuille de route que l'on avait autour du développement de méthodes au service de la transition énergétique des villes. Donc, je vais recommencer. Parce qu'il faut que je partage le son en même temps. Donc, il ne faut pas que j'oublie de cliquer inclure le son. Voilà. Et ça va être bon. Et on va commencer. Donc oui, accompagner la définition d'une stratégie de carbone avec la méthode quartier énergie carbone et Urban Print. Je parle souvent des deux
à la fois de la méthode quartier énergie carbone et d'Urban Print, parce qu'en fait, Urban Print n'est que le logiciel, entre guillemets, qui permet une application de la méthode quartier énergie carbone sur laquelle on va revenir. Alors, déjà, c'est une méthode qui se veut complète, transparente et éprouvée. Complète, pourquoi? Parce qu'on va faire l'analyse de cycle de vie des bâtiments, bien sûr, mais aussi de tout ce qui va concerner les espaces extérieurs, les systèmes et réseaux, la mobilité. Donc, on va vraiment être sur cette échelle de l'opération d'aménagement. On va regarder l'impact lié à l'énergie, la consommation d'énergie durant le projet, aux produits de construction, équipements du bâtiment, mais aussi des espaces extérieurs, tout ce qui va être gestion de l'eau et des déchets, comme c'était mentionné, le chantier et le changement d'usage des sols, est-ce qu'on va plutôt venir revégétaliser ou à l'inverse imperméabiliser? Et on va également avoir la mobilité. Ce qui est souligné, c'est en fait les contributeurs qui vont avoir le plus d'impact sur l'opération, on va dire, si on commence à faire des moyennes avec toutes les opérations qu'on a accompagnées. Et typiquement, on peut avoir ce type de résultat dans le cadre des applications qu'on fait, où on va pouvoir voir finalement, contributeur par contributeur, leur poids carbone sur l'opération qu'on accompagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'interface, on peut venir faire des zooms. Par exemple, pour venir expliquer finalement l'impact associé à un contributeur, on va pouvoir faire, par exemple, un focus là, sur l'usage énergétique. On va pouvoir vraiment affiner, savoir si c'est plutôt sur le chauffage, la climatisation, l'éclairage, etc., que l'on a un fort impact. Et puis, on va pouvoir avoir ces résultats à l'échelle du quartier, mais on va pouvoir faire aussi des zooms sur certains bâtiments, sur certains espaces extérieurs. Enfin, voilà, on a vraiment la possibilité d'aller décomposer finalement ce résultat. On n'a pas uniquement un résultat à l'échelle du quartier. Et c'est un logiciel qui est adapté, bien sûr, aux projets neufs, mais aussi aux projets qui comportent de la rénovation, qui peuvent être 100% rénovation ou mixte. Ce qui est intéressant, et c'était évoqué précédemment, c'est qu'en effet, on est sur une méthode qui est publique. Donc, on n'est pas sur une méthode, entre guillemets, qui aurait été développée par un unique acteur. Là, c'est un peu l'intérêt d'Urban Print, c'est qu'il s'appuie sur une méthode publique donc, qui est disponible sur la librairie ADEME. Qui permet vraiment de communiquer sur les différentes hypothèses de calcul que l'on retrouve à l'intérieur d'Urban Print. Il y a aussi cette notion de projet de référence que l'on retrouve, qui est prédéfinie. Donc, ça évite les débats. Et comme évoqué avec un précédent aménageur aussi, c'est que parfois, ça peut aussi éviter d'oublier les hypothèses que nous-mêmes, on a pu prendre sur une référence. Parce que finalement, cette notion de projet de référence est quelque chose qui était régulièrement utilisé par les bureaux d'études pour pouvoir finalement se comparer avec quelque chose de comparable, c'est-à-dire notre projet finalement avec, on va dire, un niveau de performance business as usual. Sauf que la façon de définir ce business as usual pouvait varier finalement d'une opération à l'autre. Là, au moins, c'est défini dans la méthode. Et on est compatible finalement avec les principes calculatoires de l'ACV qu'on retrouve dans la RE 2020 ou le label E+C-, ce qui peut être utile parce que l'enjeu pour nous, c'est pas de faire en sorte que si vous commencez ensuite avec des outils à l'échelle, à affiner des calculs à l'échelle du bâtiment, avec les outils de la RE 2020, bah, finalement, que vous ne retrouviez pas avec des calculs complètement orthogonaux du fait de méthodologies qui seraient complètement différentes. Donc voilà, méthode complète, transparente et prouvée. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais là, c'est juste pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, on en parle de plus en plus d'Urban Print et de cette méthode quartier énergie carbone, mais ça s'appuie finalement sur un certain nombre d'années de recherche qui ont débuté à Efficacity ou dans le cadre de ce projet qui a permis de développer la méthode quartier énergie carbone et qui était soutenue par l'ADEME. Et en fait, on a eu une première version de l'outil en 2020 qui a permis de faire un certain nombre de tests, dont certains sur des opérations justement d'Opidea, comme c'était évoqué, et une commercialisation donc d'Urban Print en septembre 2022 qui a permis aujourd'hui, je pense qu'entre, on va dire 25-30 bureaux d'études qui aujourd'hui sont équipés avec Urban Print et donc qui collaborent sans doute sur certaines de vos opérations. Donc, on a eu plusieurs vagues d'opérations pilotes ou d'appels à manifestation d'intérêt, dont donc le premier AMI qui avait été lancé avec la Fédération des EPL. Et donc, aujourd'hui, on est sur ce second appel à manifestation d'intérêt.
Et alors, je ne vais pas donner toutes les infos, mais celle qui est assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui, l'ADEME, on a été retenu dans le cadre d'un appel à projet, d'un appel à commun, pour développer un observatoire quartier énergie carbone qui sortira en début d'année prochaine. Sur toute cette année 2024, on va interroger d'ailleurs les différentes parties prenantes utilisatrices de ce futur observatoire pour justement réussir à déterminer quels sont les éléments d'information qui peuvent être précieuses pour la mise en mouvement finalement de l'ensemble des acteurs de la filière de l'aménagement. Donc, je pense qu'on reviendra aussi vers vous, que ce soit pour des applications opérationnelles, mais aussi pour déterminer en fait quel est l'intérêt d'avoir un observatoire pour vous, qu'est-ce que vous voudriez pouvoir y trouver. Alors, on a un outil qui est adapté plus particulièrement à la conception, si on retrouve un peu ces différentes étapes de l'aménagement, donc de l'initiation jusqu'à la livraison à l'exploitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur cette étape de la conception. On n'est pas encore, donc qui sait, dans 3-4 ans, si on se positionnera de façon plus élargie, mais on n'est pas encore en fait sur le suivi de performance. Nous, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir accompagner cette phase de conception, de pouvoir engager finalement les acteurs de l'aménagement dans la définition d'une stratégie carbone de leur projet, avec des ambitions et des objectifs qui soient partagés, par l'ensemble des parties prenantes. Alors, comment on a fait ça? Déjà, l'enjeu, c'était vraiment d'évaluer dès les phases amont le bilan énergétique et carbone de l'opération. Alors, c'est pas forcément quelque chose de simple parce que justement, attaquer cette étape-là, c'était vraiment de pouvoir attaquer une étape où il y avait peu d'informations. Mais donc, c'est chose faite maintenant avec un certain nombre d'enrichisseurs qu'on retrouve dans Urban Print. On a la possibilité d'accompagner ces phases amont de conception, qui sont les phases sur lesquelles on va avoir le plus d'impact possible. L'objectif, c'était de pouvoir avoir des indicateurs et des calculs clairs et précis. Il y en a certains qui ont été évoqués dans la précédente présentation. Donc, score carbone, score énergie, pourcentage d'épuisement du gisement qui correspond en fait à une partie aide à la décision qu'on retrouve dans l'outil. L'impact aussi par rapport aux habitants, aux usagers équivalents. Donc, on a on a différents indicateurs qui sont aussi différentes façons de se représenter l'information. Et l'objectif, c'était aussi, derrière, de pouvoir identifier des objectifs et des actions en fonction des différents enjeux que représentent le bâtiment, les espaces extérieurs, etc. Et donc, pour ça, c'est vrai que donc, on a cette espèce de photographie, je ne sais pas si on voit ma souris, mais qui permet de voir, on va dire, l'impact carbone de notre opération par contributeur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le logiciel génère aussi par lui-même plusieurs centaines de variantes pour aller chercher les leviers qui vont avoir le plus d'impact sur votre opération. Donc, ça permet déjà d'identifier en violet, par exemple, les leviers que vous avez déjà activés sur l'énergie et matériaux de construction par rapport à, alors, c'est pas pire scénario, pardon, c'est scénario de référence, c'est des anciennes illustrations. Et ça permet surtout d'aller voir quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre pour aller vers une forme de scénario optimal. Alors, comme on dit souvent, l'objectif, c'est pas que vous soyez sur le scénario optimal, c'est de voir quelles seraient les marges de manœuvre et où est-ce que ça peut être pertinent de faire des études complémentaires, de se poser des questions de faisabilité technique, économique. C'est un peu des éléments aussi qu'évoquait Romain. Donc, l'objectif, on est vraiment sur une approche d'aide à la décision et de pouvoir en fait situer votre projet aussi dans les marges de manœuvre qu'il lui reste. Et derrière, l'objectif, bien sûr, c'est pas de faire une évaluation avec Urban Print pour juste faire une évaluation avec Urban Print. C'est vraiment que ça permette finalement d'enclencher une démarche d'évaluation carbone tout au long de votre projet. Et pour ça, par exemple, il y a BBCA, l'association BBCA qui a sorti un label et qui va repréciser, je pense d'ici la fin du mois, un certain nombre d'éléments autour de BBCA quartier, donc qui s'appuie sur la méthode quartier énergie carbone et donc sur Urban Print pour calculer un certain nombre d'indicateurs de performance cette fois-ci et pour pouvoir suivre en fait la performance de son quartier, donc dans un process de labellisation. Alors, je vais passer tout de suite à la démonstration, comme ça vous allez voir concrètement comment on inscrit un projet dans Urban Print et ensuite on précisera également comment rentrer entre guillemets dans l'AMI.
Comment se déroule concrètement une étude UrbanPrint? On commence par créer un projet qui pourra contenir toutes les études liées à notre opération. On renseigne ensuite un premier programme, appelé plan masse dans l'outil. C'est à ce niveau qu'on dessine sur la carte le périmètre d'étude et les emprises au sol des bâtiments. On peut importer des fonds de carte pour faciliter le dessin. Pour les édifices multi-usages ou aux formes complexes, il est possible de créer plusieurs zones au sein d'un bâtiment pour par exemple les empiler en jouant sur l'altitude de chaque zone. On renseigne ensuite des données générales de programme, les usages, des informations géométriques comme la hauteur, la surface habitable voire le nombre de logements dans le cas de bâtiments résidentiels. On va également pouvoir décrire les espaces extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui est inclus dans notre périmètre qui n'est pas déjà occupé par les bâtiments. Comme il peut être fastidieux de décrire jusqu'au moindre mètre carré ce qu'il y a entre nos bâtiments, on peut renseigner uniquement les espaces extérieurs que l'on souhaite, certaines routes ou parcs par exemple, et la surface restante non décrite sera automatiquement qualifiée par ce qu'on appelle l'espace résiduel. Une fois la description du programme terminée, on peut passer à la création de différentes stratégies de mise en œuvre de ce programme. Comme le programme et les stratégies évoluent tout au long de la conception du projet, ces deux aspects sont bien différenciés dans l'interface. Il est possible de mettre à jour le programme à n'importe quel instant, en ajoutant, déplaçant ou transformant un bâtiment par exemple, et ces modifications seront prises en compte dans toutes les stratégies reliées à ce programme. C'est au niveau des stratégies qu'on accède au levier permettant d'atténuer son impact environnemental pour un programme donné. Les données sont organisées selon les thématiques suivantes: systèmes énergétiques, produits de construction, gestion de l'eau, gestion des déchets, mobilité et chantier. Les leviers proposés par UrbanPrint sont nombreux. La liste des leviers ne cesse de se compléter au fur et à mesure de l'avancée des modèles d'analyse de cycle de vie, mais aussi des retours d'expérience des projets qui l'appliquent sur le terrain et veulent pouvoir y évaluer toutes les innovations. Au niveau des bâtiments, on pourra par exemple jouer sur les matériaux de construction, choisir les systèmes principaux et secondaires pour chaque usage du bâtiment, modéliser des solutions mutualisées comme les réseaux de chaleur, neufs ou existants, ou encore faire de la production solaire, photovoltaïque ou thermique à l'échelle du bâtiment ou du quartier. À l'échelle quartier, on pourra renseigner les réseaux, les stratégies de collecte des déchets ou de gestion des terres de terrassement par exemple. Et au niveau des espaces extérieurs seront évalués entre autres l'impact du changement d'affectation des sols, la gestion de l'éclairage public, les produits de construction et leur acheminement. Une fois la stratégie complétée, il est possible de lancer le calcul en indiquant les indicateurs souhaités, projet seul, comparaison avec la référence, empreinte habitant ou l'ensemble des indicateurs. Les calculs réalisés par UrbanPrint sont riches et complexes: simulation énergétique dynamique au pas de temps horaire des bâtiments prenant en compte la conception bioclimatique de l'ensemble du quartier, calcul de la mobilité des occupants par motif et mode à l'échelle de l'IRIS, ou encore estimation automatique des matériaux utilisés dans les bâtiments à partir des choix constructifs et de leur forme. Ce ne sont que des exemples des nombreux modèles et bases de données servant au calcul des impacts des différents contributeurs et leviers. La page résultat permet de visualiser les performances environnementales du projet sur le temps d'étude, à savoir 50 ans, ramené à l'échelle d'une année moyenne pour une interprétation plus aisée. Les résultats sont présentés à différentes échelles, à l'échelle du quartier en premier lieu. C'est à cette échelle qu'on peut se comparer au quartier de référence et voir par exemple si le projet fait mieux en émissions carbone et en consommation d'énergie primaire non renouvelable, ou encore consulter l'empreinte carbone moyenne des habitants du quartier. On peut également regarder les résultats thématiques par thématique ou entre familles d'équipements. Il est possible de changer l'indicateur d'impact servant à l'évaluation, par défaut placé sur le carbone, ou de zoomer sur chaque thématique pour comprendre d'où viennent les impacts environnementaux en consultant des sorties intermédiaires comme les différents quantitatifs calculés, par modal de la mobilité, besoin des bâtiments, autoconsommation collective, etc. À noter qu'il est possible de consulter les résultats à l'échelle de chaque bâtiment ou de chaque espace extérieur du quartier individuellement. Des sorties d'aide à la décision sont également disponibles, comme le calcul de potentiel qui permet de mettre en évidence les efforts jusque-là accomplis en pointant les leviers qui ont le plus impacté la performance actuelle. Mais le plus intéressant est de voir quels leviers explorer en priorité pour tendre vers une stratégie dite optimale. Le module d'aide à la décision permet ainsi d'accompagner l'utilisateur à chaque étape de la conception de son projet pour mobiliser les bons leviers, au bon moment. Cette vidéo n'est qu'un aperçu des possibilités offertes par UrbanPrint pour répondre aux besoins opérationnels d'évaluation environnementale et d'accompagnement des acteurs de l'aménagement dans la transition carbone de leur projet. Pour plus d'informations ou obtenir un accès à UrbanPrint, contactez Efficacity ou le CSTB. Je suis directement là, donc c'est parfait. Alors, pour qu'on ait un petit peu de temps sur les questions, il y a quelques slides, je vais les passer vite, mais comme ça, elles seront transmises, donc vous pourrez les avoir. Là, ça dit juste en fait ce à quoi ça sert, en plus de faire une évaluation, le fait de pouvoir être accompagné en matière d'évaluation énergie-carbone. Là, c'est pour vous dire qu'en fait, entre ce qu'on fait aujourd'hui et demain, il y a énormément d'actions pour améliorer le logiciel, pour consolider aussi toute l'information autour de cette évaluation énergie carbone.
Mais donc, on va quand même parler de cette AMI. Nouvelle AMI, donc on parle souvent donc, de la fédération des EPL et d'Efficacity, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi en partenariat avec le CSTB, hein, qui co-développe avec nous le logiciel Urban Print, et que l'ADEME aussi est partie prenante en tant que financeur et soutien de la méthode quartier énergie carbone. Donc, même si on est les fers de lance de cette AMI avec Camille, il y a aussi ces deux acteurs qui soutiennent. Alors, à qui ça s'adresse? Donc là, c'est facile, hein, c'est aux membres de la fédération des EPL, donc tout ce qui est SEM, SPL, CEMOP. Candidature donc à urbanprint@efficacity.com. Alors, vous trouverez sans doute dans le 2 pages parce qu'on a fait des petits changements, urbanprint-info@efficacity.com. Ne vous inquiétez pas si vous utilisez cette adresse, ça arrivera quand même au même endroit. Date de clôture, donc vendredi 14 juin à 16 h. Alors, la candidature, c'est court, c'est vraiment l'objectif, c'était pas de vous faire faire un travail très important pour cette candidature. C'est surtout un 2 pages qui décrit votre opération avec des informations finalement que vous avez déjà. Un plan masse du projet, parce que c'est un peu l'outil de base pour pouvoir se lancer dans une simulation. Donc souvent, on demande à ce qu'il soit déjà existant, et une lettre d'engagement. Donc, il y a une sorte d'instruction qui est réalisée alors, par la fédération, l'ADEME, Efficacity et le CSTB. L'objectif, c'est pas de lister forcément des gagnants et des perdants. La plupart du temps, la question va être beaucoup plus, est-ce que, en fait, il y a un intérêt à pouvoir accompagner cette opération en matière d'évaluation énergie carbone? Typiquement, c'est déjà arrivé une opération qui est 100% industrielle ou zone commerciale en périphérie de ville. On n'est pas forcément le meilleur outil pour accompagner la stratégie énergie carbone de ce type d'opération d'aménagement. Donc là, plutôt que de signer quelque chose, de faire quelque chose qui ne serait pas pertinent, bon, voilà, on préfère, on préfère décliner la candidature. Mais c'est vraiment pas pour dire vous avez le droit, pas le droit. C'est plutôt, on va vérifier la pertinence d'une évaluation avec la méthode quartier énergie carbone sur votre opération. En termes de contractualisation, donc la façon dont ça se passe, c'est que c'est une contractualisation qui a lieu entre donc l'EPL et Efficacity. Donc souvent, c'est un partenariat de R&D qui est cofinancé à 40% par Efficacity, qui comprend en fait l'application d'Urban Print et également l'accompagnement en matière d'expertise et d'R&D, d'Efficacity et du CSTB. Pourquoi je distingue les deux? C'est qu'aujourd'hui, on travaille souvent, la majorité, on va dire 80% du temps, avec l'AMO, le bureau d'études ou la maîtrise d'œuvre qui est présente sur le projet et qui maîtrise ou souhaite maîtriser Urban Print. Parce qu'en fait, sur les premières opérations pilotes, durant lesquelles c'était uniquement les membres d'Efficacity qui avaient la possibilité d'utiliser le logiciel Urban Print, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait finalement des situations où celui qui réalisait l'étude n'avait pas forcément toute la connaissance de l'opération. Donc, ça nécessitait des remontées, entre guillemets, de données qui étaient relativement importantes. Aujourd'hui, ça fonctionne bien puisqu'on a quand même énormément de bureaux d'études qui se sont équipés d'Urban Print. On essaye de travailler avec l'AMO qui est en place. Donc, la plupart du temps, au moment du process de sélection, il y a un échange qui est fait entre l'équipe Efficacity et l'équipe côté EPL pour voir un petit peu alors déjà quel est le calendrier, quelles sont les parties prenantes en place. Voilà, est-ce que vous avez un bureau d'études, un AMO développement durable qui est présent, avec qui vous vous entendez bien? Voilà. On va éviter de collaborer, par exemple,
voilà, si vous avez des mauvaises expériences, ou que ça se passe pas très bien avec votre AMO actuel, bon, bah, voilà, on va éviter de collaborer avec lui. Donc voilà, on prend le pouls en fait de l'opération, savoir les grandes questions que vous posez, puis pour mettre en place en fait la contractualisation qui va être la plus performante et la plus pertinente aussi, aussi pour vous. Donc, je vous ai remis le lien, ça c'est ce qui vous permettra de voir un petit peu le petit récap aussi sur la première vague du premier AMI. Et puis les éléments, vous pourrez retrouver les éléments d'information aussi sur l'AMI donc, qui est en cours. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit temps d'échange, donc c'est ce qui va nous permettre aussi de dimensionner le coût de l'étude et aussi de s'assurer que tout se passe bien sur l'opération. Enfin voilà, on sait qu'on est sur un moment un peu critique dans le secteur de l'immobilier. Donc voilà, ça arrive que entre le moment de la candidature et des premiers échanges, finalement, il y a X arbitrages qui arrivent, qui rendent peut-être la question un peu moins prioritaire, où il y a un arrêt d'une opération d'aménagement, ça nous est déjà arrivé. Bon, voilà, votre candidature, elle ne vous lie pas à nous de façon contractuelle. Voilà, ce sera rediscuté, derrière en fonction aussi de la manière, enfin du coût d'étude. Donc voilà, ce temps de discussion est aussi important pour qu'on adapte bien à vos contraintes opérationnelles. Après, sur le déroulé classique d'une application Urban Print, souvent on compte environ 4 mois de travail. Ça peut être sur un temps beaucoup plus court ou sur un temps un peu plus long, parce que parfois le temps se distend un peu sur les opérations d'aménagement. Donc ça, c'est quelque chose qui va être adapté avec l'aménageur. Mais bon, donc souvent on dit 4 mois parce que du fait du positionnement des quelques échanges que nécessite une application Urban Print, notamment pour se mettre d'accord sur le scénario qu'on souhaite évaluer, sur les tests de variantes que l'on souhaite réaliser. Bon, voilà, les agendas font que souvent ça prend un petit peu de temps pour pouvoir caler ces différents échanges. Mais donc, en gros, il y a 4 étapes, alors qu'on peut mettre encore plus d'étapes en dessous. Mais la première étape, ça va être vraiment de définir avec l'aménageur et ses partenaires le scénario d'aménagement qu'ils souhaitent évaluer et les données qui peuvent être nécessaires à cette évaluation. Donc, va y avoir tout un travail de capitalisation de la part du bureau d'études pour venir finalement définir ce premier scénario d'aménagement. Il va pouvoir ensuite donc, le saisir dans le logiciel Urban Print, comme vous l'avez vu, et commencer à simuler les premiers impacts environnementaux, identifier finalement les leviers d'action qui sont disponibles. Ensuite, souvent, il y a un premier échange qui est réalisé pour s'assurer que le scénario qui a été simulé correspond bien au scénario souhaité, qu'il n'y a pas des erreurs sur, j'en sais rien, des pourcentages de NR sur le réseau de chaleur, ou ce genre de choses. Enfin, voilà, ça permet vraiment de s'assurer que c'est bien le bon projet qui est simulé. Ça permet aussi de discuter des variantes qui sont souhaitées, s'il y a des arbitrages, des questions qui se posent sur la part de photovoltaïque en toiture, le fait de se connecter ou non à un réseau qui est plus ou moins à proximité, etc. Donc, ça va permettre de définir les variantes qui correspondent aux questions que se posent l'aménageur et ses partenaires. Et puis ensuite, il y a tout le travail sur la restitution du projet. Donc voilà pour le déroulé classique d'une opération. Il y a juste une dernière slide après, mais c'est plus pour laisser des liens sur la méthode, l'outil, l'expérimentation quartier énergie carbone qui a été menée plutôt côté ADEME. Et après j'ai fini. Donc, je dirais plus, comme il ne reste plus beaucoup de temps, peut-être à vos questions, sachant que je resterai bien sûr disponible, soit à mon adresse email, soit derrière urbanprint@efficacity.com, puisque c'est souvent moi qui suis derrière aussi cette adresse mail. Alors, est-ce que c'est la phase de digestion et donc où ça a été super clair ou c'est tellement confus qu'on ne sait pas comment poser la question?
la première est souvent difficile. Bonjour, je vais me lancer du coup, Alexis Gons, responsable d'opération chez LOD Loma, SM SPL de Nantes Métropole. J'aurais aimé savoir comment les scénarios de référence sont calculés. C'est par rapport à quoi? Du coup, parce que je comprends que l'outil quand même se base du coup par rapport à chaque fois des références et du coup la base de ce travail, la base de cette référence, c'est quoi? Alors, c'est minimum réglementaire pour donc RT 2012 ou RE 2020 en fonction Ok. finalement du dépôt de permis de construire. Et sinon, en matériaux de construction, alors je ne vais pas avoir toute la liste. Il existe une slide quelque part avec la liste des informations, mais par exemple, sur le matériau, on va être plutôt sur du béton, etc. À l'origine, il faudrait que je retrouve. Mais il me semble que la façon de construire ce scénario de référence, ça s'est fait aussi en s'appuyant sur toute l'expérimentation quartier plus c'est moins, bâtiment plus c'est moins, pardon, en tout cas pour la partie bâtiment, qui a permis de définir en fait ces éléments-là. Ok. Et sur tout ce qui est du coup mobilité, comment c'est calculé du coup? Alors, mobilité, on s'appuie sur les enquêtes ménage déplacement donc qui sont gérées par le CEREMA. Et ensuite, en D'accord. fait, en fonction de la typologie du territoire, des caractéristiques socio-économiques aussi des habitants du territoire, de la densité, etc., enfin, voilà, on va le rapprocher d'un territoire équivalent pour y associer la mobilité. Et donc aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a plutôt une bonne photographie de la mobilité qui serait générée actuellement. Mais par contre, on a plus de difficultés enfin, on n'identifie pas aujourd'hui l'impact que peuvent avoir certains leviers qui seraient mis en œuvre par l'aménageur. Donc, c'est un peu Là, on a ça dans les cartons, on essaye vraiment de bien le travailler. Mais en fait, ça reste assez difficile de quantifier. En fait, on sait qualifier le fait que telle ou telle action de l'aménageur va être plutôt favorable, très favorable à la mise en place de mobilité douce, etc. Mais par contre, pouvoir sortir derrière un chiffre, là, Mm. voilà, on se Ok. casse un peu les dents depuis plusieurs années. On n'est Ok. pas les seuls, donc ça nous rassure, mais ça ne résout pas ce problème de pouvoir fournir une information un peu qualifiante pour les aménageurs. Ok. Merci. Alors, vous pouvez répondre à l'AMI pour plusieurs opérations, hein. Ça avait été le cas, par exemple, à Topidea, qui avait proposé dans le cadre du premier AMI les trois dernières opérations qui étaient évoquées. Donc, surtout pas hésiter à vous limiter. Et si vous avez des doutes sur une opération, comme je vous disais, comme c'est pas parce que vous avez candidaté que vous allez forcément devoir signer et qu'il y a ce petit temps de discussion derrière, ben voilà, si vous avez des doutes, n'hésitez pas quand même à la mettre dans la candidature. Et comme ça, nous, ensuite, on reboucle avec vous pour lever les doutes ou à l'inverse, dire qu'en effet, soit c'est pas adapté, c'est pas le bon timing, il y a ce temps d'échange qui permet ensuite de revoir la candidature ensemble. Ben, c'est peut-être super clair en fait. Bon, peut-être qu'à force, je deviens très claire dans mes messages, mais J'avais une question. Bonjour, Laurent bonjour. Guillet, Solorem à Nancy. Est-ce que les problématiques liées aux opérations de reconversion urbaine, donc les questions, les options de conservation du bâti, démolition, reconstruction, les questions de pollution, est-ce que ce sont des paramètres qui entrent en ligne de compte dans le logiciel? Oui, partiellement plutôt, partiellement. Pour tout ce qui est rénovation, démolition, reconstruction, etc., on a tout à fait la possibilité de traiter cette question-là et justement en faisant plusieurs variantes
de projets pour tester est-ce que ça vaut, entre guillemets, plus le coup d'être dans une rénovation lourde ou plutôt dans de la démolition, reconstruction. Donc ça, le logiciel l'intègre. Sur le côté dépollution des sols, hélas, pas encore. On a le souhait de travailler avec l'ADEME, avec typiquement l'outil Bénéfriche. On aimerait bien regarder un petit peu tout ce qui se fait là-dessus pour pouvoir intégrer cet enjeu de la dépollution des sols, parce qu'on risque d'avoir de plus en plus de projets avec cette caractéristique-là. Mais c'est vrai que comme on part du principe que on va venir déployer la stratégie énergétique d'une opération d'aménagement dont on a déjà figé finalement la localisation et figé le plan masse pour commencer à travailler un peu finalement à partir de là la stratégie énergique et climatique. Bah, c'est vrai qu'on a moins priorisé la mise en place d'évaluation de tout ce qui concerne finalement la préparation aussi du sol. Donc ça peut être des pollutions, infiltration de béton, etc. Enfin, mais c'est un volet qu'on souhaite à terme. Donc je ne vais surtout pas donner de calendrier, mais pouvoir traiter. Merci pour votre réponse. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Camille, je ne sais pas si tu veux dire un petit Oui, bah, un je petit vais mot. pas on va pas vous retenir plus longtemps parce qu'il est déjà 14 heures passées et que voilà, les réunions s'enchaînent. Merci en tout cas, d'avoir participé au webinaire. On espère que ça a été très clair et que Romain et Morgane ont pu vous faire, une présentation la plus explicite possible de l'outil. On espère en tout cas vous compter, parmi les participants. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions à Morgane Oui. ou à moi. On y répondra autant que possible et on fera les liens, bien évidemment. Et voilà, pour vous rappeler que l'AMI se clôture le vendredi 14 à 16 heures. Et donc, on espère vous voir nombreux en guise de réponse. Et pour la formation, je me dois de vous dire quand même que la Fédération des EPL se mobilise toujours sur les questions juridiques de l'aménagement. Et n'hésitez pas à suivre les travaux qu'on fait ou à nous remonter des informations ou des prises de position, notamment relatives à la loi sur le logement qui est en train d'être mise en place au Sénat par le ministre du Logement, M. Kasbarian, et aussi la loi de la modernisation économique pour laquelle la Fédération se mobilise activement. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous recroiser pour d'autres événements ou justement dans le cadre de l'AMI. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.